Rastafari à toi, cher spectateur. Oui, bienvenue dans le monde cliché et caricatural des Rastas. Et parlons d'un biopic qui était tout de même assez attendu, le biopic autour de Bob Marley qui se nomme One Love, réalisé par Reynaldo Marcus Green. Et l'histoire, on pourrait croire que c'est un film qui va brasser la vie entière de Bob Marley, mais pas vraiment. C'est un film qui va surtout se concentrer sur la période 76-78, dans laquelle non seulement Bob Marley va concevoir l'album Exodus, mais également va faire une série de concerts assez marquantes, notamment un qui est le point de départ du film, où la veille du concert, il se prend une balle en pleine poitrine, mais le lendemain, il y va quand même. Donc ça n'est que le point de départ, et ensuite, on va découvrir un petit peu tout ce qui entoure le mythe Bob Marley. Et pour en parler avec moi, première vidéo de l'année, mon cher Guillaume. Oui, ça y est. Et bien évidemment de la musique, ça m'aurait Oui. étonné de ta part qu'on commence avec un film autour, j'en sais rien, de la poterie ou... voilà, Un peu truc. ça aurait été étonnant. Voilà. Comment vas-tu? Ça va bien. Ouais, fatigué. Oui. Fatigué. Monsieur bosse très tôt le matin, donc ne lui en voulez pas. Il n'a pas fumé un gros d'air, il est juste bien crevé. Rastafari à tous. Ouais, alors ça fait un petit moment qu'on en entend parler de ce biopic, ça fait un petit moment que beaucoup de réalisateurs ont envie d'adapter une partie de la vie de Bob Marley sur grand écran. Le film ici présent a l'air d'avoir été un peu conçu à la va-vite, ou en tout cas si ce n'est conçu à la va-vite, en tout cas fait dans une espèce d'élan à la fois, je pense, commémoratif autour de la mort de Bob Marley, puisque le projet date de 2021. Et vous vous en doutez, avec le Covid, ça a été compliqué de le mettre en place, ce qui fait que du coup le film ne sort qu'en 2024. Au-delà de ça, le casting a quand même pas mal bougé au fur et à mesure des années. Vous allez le voir quand on va parler du scénario, mais il y a beaucoup de têtes qui se sont succédées à l'écriture de ce film, ce qui donne lieu aux résultats que l'on va évoquer. Et le film sort, on va pas se mentir, dans une espèce d'indifférence générale, puisque je pense que très peu de gens ont envie de voir un 14 février un biopic sur Bob Marley, et qu'au-delà de ça, la période n'est pas vraiment propice à un intérêt plus que ça de la part du public ou du grand public autour de la figure mythique de la Jamaïque qu'il est. Mais donc voilà, nous avons ce film-là qui se pose face à nous, et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher Guillaume. Qu'as-tu pensé de One Love? Je pense que j'ai eu ma dose de reggae pour la journée. Allez, la suite. Ça c'est fait. Écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas incroyable. Voilà, mon point de vue, j'avais des attentes. J'ai regardé une seule fois la bande-annonce. On parlait de la vidéo de Seb Lafrite, je l'ai pas regardé non plus parce que c'est pas forcément un artiste que j'allais dire que je côtoie. Non, je ne le côtoie pas forcément. Non, mais avec qui tu as... Ouais, qui traverse ton quotidien, c'est quoi, ça. dirons-nous. Je suis pas tellement intéressé parce que quand j'étais au lycée, collège, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de Bob Marley, comme quoi c'est génial ce qu'il fait et tout. Et j'avais envie de regarder, est-ce que vous le connaissez vraiment ce mec-là? Et je me suis jamais intéressé, donc voilà, je me suis dit ça peut être cool d'avoir un biopic. Voilà, on a eu que Freddie Mercury, Elton John, tout ça, pourquoi pas Bob Marley. Et un peu déçu, franchement. Voilà, je m'attendais, enfin, il y a des choses qu'on va évoquer qui manquaient pour moi. Je trouve. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, j'avoue que je m'attendais pas non plus à un grand biopic. Je m'attendais à un espèce d'équilibre entre la nouvelle vague de biopic qu'on a depuis quand même une bonne dizaine, quinzaine d'années aux États-Unis, qui consiste à uniquement se centrer sur un tout petit parcours de la vie d'un artiste pour essayer de synthétiser un petit peu soit ses combats, soit ses convictions, soit juste sa philosophie de vie, et un espèce de petit mix avec voilà ce qu'on a pu voir dernièrement avec Respect sur Aretha Franklin ou I Wanna Dance with Somebody autour de Whitney Houston. C'est-à-dire, là, on y va de manière franche et on raconte toute la vie de l'artiste. 3 ans de la vie de Bob Marley, c'est pas grand-chose. 3 ans de la vie de Bob Marley, c'est presque rien, même, j'ai envie de dire. Après, c'est les 3 années où il s'est passé le plus de choses, où il y a eu le plus d'évolution, que ce soit en termes de style musical ou même en termes politiques et en termes de conviction et de militantisme. Mais le film choisit de le faire avec 2 énormes défauts. Le premier, c'est de manière hyper synthétique. Le film fait 1h45, ce qui est super court pour évoquer tous les combats qu'a pu avoir Bob Marley. C'est même à la limite du ridicule. Et la deuxième, c'est qu'il se passe pas grand-chose dans ce film. Et quand je dis pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à la fin du long métrage, j'étais presque en train de me dire que le film pouvait démarrer à ce moment-là. Et c'est très problématique parce que du coup, c'est un film qui essaye d'éviter le côté politique, mais a envie quand même de montrer les convictions d'un artiste qui avait envie de réunifier son pays.
essaye également de parler de musique sans trop non plus en faire uniquement un film où on te montrerait comment telle musique a été créée ou telle musique a été créée ou telle musique a été créée, ce qui fait que du coup, bah, on voit pas grand chose de cette partie-là. Ça reste bien exécuté, mais il n'y a rien de plus, quoi. Ouais. J'ai lutté un moment, hein. Vraiment, pour pas m'endormir. Ce qui généralement est mauvais signe. Voilà, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était l'exorciste, donc... Mais on n'est pas... On n'est pas au à même ce niveau, stade. j'espère. Non, non, quand même. Mais ouais, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'avoue que le début du film, il se passait pas, comme tu l'as dit, il se passait pas énormément de choses. Bah, il se passe beaucoup de choses pendant les 15 premières minutes et après il y a une espèce d'énorme ventre mou du long métrage, notamment avec le fameux concert Smile Jamaica et toute la partie où il se barre à Londres. Ouais. Franchement là il se passe rien, quoi. Bah c'est ça, c'est un peu lent. Et ce que j'aime le plus dans un biopic musical, c'est personnellement la création des morceaux. J'adore voir ça dans Bohemian Rhapsody, Red, on parlait quand on est sorti du cinéma. J'adore ces moments-là. Et dans le film, on a une fois ce genre de scène, peut-être deux à la limite, mais pour moi, il y a eu juste un moment. Ouais. Et j'étais quand même assez déçu de ne pas avoir vu plus de choses comme ça. Bon, après voilà, tant pis. Et bon, après on parlera peut-être des acteurs plus tard, mais voilà, pareil, j'ai eu du mal à me dire que c'est un film sur Bob Marley, parce que j'ai pas forcément aimé l'interprétation de Bob Marley. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture parce qu'on va avoir pas mal de choses à évoquer. Donc l'écriture, alors à la base, si j'ai bien compris, il y a un premier scénar qui a été développé par Frankie Flowers et Terence Winter, qu'ils ont ensuite réécrit avec l'aide de Zach Bailey ainsi que de Reynaldo Marcus Green, le réalisateur. Généralement, c'est un peu mauvais signe quand on part d'un premier scénar et qu'on a un deuxième scénar. Je tiens tout de suite à placer quand même, et pour moi c'est un problème parce que ça va se ressentir dans notre analyse qu'on va avoir autour de l'écriture. Il y a la femme de Bob Marley qui est au centre du récit, donc Rita Marley, qui est productrice du film, avec l'aide de deux de ses fils, dont Ziggy Marley, qui est quand même très connu. Nous avons deux autres des enfants de Bob Marley qui sont producteurs exécutifs du film, et nous avons un dernier gosse de Bob Marley qui a la supervision musicale. Est-ce qu'on serait pas typiquement sur le biopic un peu biaisé, qui a un peu trop de membres de la famille qui sont autour du projet, et qui ont un peu amputé l'écriture? Je te pose la question, Guillaume. Est-ce que selon toi ça a pu jouer dans le film? Oui. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. La copie audacieuse du bac. Alors, le fils qui a fait la comment t'as dit la supervision musicale, voilà, c'est-à-dire qu'il s'est occupé de choisir les ouais. bons morceaux de musique au bon moment. Donc c'est d'ailleurs à lui qu'on doit ce morceau des Bee Gees qui a rien à foutre en plein milieu du film, mais au moment où ils sont à Monaco ou à Paris, je ne sais plus. merci de m'avoir appelé. Parce que c'est dommage, parce que tu vois, pour moi, si tu avais pas rappelé ça, j'aurais dit c'était pas mal. Et là, t'as tout foutu en l'air. Honnêtement, je pense qu'il y a une critique ou quelque chose à ce moment-là. Je t'avoue que je me suis vraiment posé la question. Enfin bref, c'est un détail, mais voilà. C'est vrai que quand j'ai entendu l'intro qui est juste batterie djembé, je me suis dit attends, c'est pas Bob Marley ça. Oh no, ouais. Oh no, no, no. En plus, j'ai eu moi moche et méchant dans la tête. Hein. J'ai vu Grou danser. Non, oui, à part ce morceau qui n'a rien à voir, je trouve que en tout cas les placements des morceaux étaient plutôt bien. Ouais. Tout ce qui est qualité sonore, c'était très très bien. J'ai écouté la BO avant de regarder le film et elle est vraiment cool. Parce qu'ils ont gardé un petit grain. Je pense qu'ils ont utilisé des vieux micros que Bob Marley utilisait à Ils ont l'époque. essayé, à mon avis, pour essayer vraiment le plus possible d'avoir le son du moment. Ouais. Et ça s'est vachement ressenti. Ça, j'ai bien aimé. Chose rare, pour moi, il y a beaucoup de biopics où on voit les musiciens et ça se voit que c'est pas vraiment des musiciens. Parfois, c'est des musiciens, ça se reconnaît. Mais par exemple, il y a des fois, moi je regarde les batteurs, forcément, parce que je suis batteur. Je vois que ça correspond pas forcément à ce qui se passe Et là, à l'image et la musique. Et là, c'était très crédible. Okay. C'est la première chose que j'ai remarqué. Je me suis dit, ça, c'est un vrai batteur et c'est possiblement. Non, peut-être pas quelqu'un qui a joué avec Bob Marley, après peut-être, on sait pas. Mais. J'ai des doutes au vu de son âge. Ouais, c'est lui, ils avaient l'air jeunes. Mais déjà, ça, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, bon, déjà, voilà, ça part pas à la one again. Après, oui, le fait que ce soit sa famille. Pour moi, ça joue beaucoup en fait parce que je trouve que tout le message du film est un peu tronqué parce que je dis pas non plus que Bob Marley a pas été un mari qui était très aimant avec Rita Marley, mais on sait tous par les quelques connaissances qu'on a de Bob Marley que c'était quand même pas un mari fidèle, que c'était quelqu'un qui aimait bien aller fricoter à gauche et à droite, qui a eu beaucoup d'enfants.
certainement trop pour les citer. Je pense que même encore aujourd'hui, il y en a qui ignorent qui sont les enfants de Bob Marley. Ouais. Mais tous ces petits éléments-là, en fait, me font orienter ma lecture du film et ma lecture de ce scénario, qui est tout de même de très nombreuses mains, 8, mine de rien, vers une direction où j'ai la sensation que, par moments, c'est très hagiographique. C'est-à-dire que ça ne cherche absolument pas à remettre en question Bob Marley. Bob Marley est là, mais il est sur un piédestal. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les biopics comme ça. Moi, la seule fois où je me suis vraiment fait la réflexion que ça pourrissait l'essence même du film, c'était dans un film qui s'appelait Qu'Allah bénisse la France. Et je sais plus qui est l'artiste, c'est Abdel Malik, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était lui qui réalisait le film, écrivait le film, et c'était sur sa propre vie. Ah oui. Ah, c'était hagiographique à crever, il n'y avait aucune remise en question du héros, c'était vraiment problématique. Et je trouve qu'ici, on ressent un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Bob Marley, on le fait descendre un petit peu de son piédestal pour remettre en question son combat, ou en tout cas, si ce n'est son combat, certaines de ses convictions, ou certains de ses choix, en fait, familiaux ou professionnels. Et bah, je sais pas, encore une fois, peut-être que Bob Marley était vraiment un mec parfait et que tout s'est bien passé avec ses musiciens, etc. Mais j'ai des doutes, quoi. J'ai des doutes parce que c'est rare d'avoir des artistes qui aient eu une vie professionnelle et personnelle qui soit sans le moindre défaut. Ouais, c'est ça. On n'a pas du tout de... Il y a pas... On n'a pas... Enfin, ils n'ont pas évoqué aussi le sujet qui est... Bob Marley est connu pour la drogue aussi. Ah oui. C'est un gros sujet. Et là, c'est complètement banalisé. Hein, C'est ça. C'était un peu normal et... Mais c'est normal. Ouais, à un voilà. moment, ils se sont arrêtés par 2 flics en Angleterre et il dit « Oh, c'est ma ganja, les gars, tout va bien. » What? Ouais, il n'y a pas eu de... On le voit pas avoir des gros coups durs en fait. À part quand ils évoquent son cancer, mais c'est très vite mis de côté. Et ouais, c'est vrai, comme tu le dis, Bob Marley a l'air parfait dans le film, voilà, c'est un peu un sauveur, c'est un symbole de la paix, c'était un symbole de la paix. Mais cette partie-là, il n'y a aucun souci sur le fait de le montrer, et c'est bien de le montrer aussi dans les concerts, de montrer que son objectif c'était avant tout de rassembler les gens, et ça, il n'y a aucun souci, parce que mine de rien, c'est bon de le rappeler, et là-dessus, je trouve que le film a plutôt bien réussi à capter ça. Ils n'ont pas été dans la caricature, entre guillemets, des Rastaquaires, comme on pourrait les appeler si on voulait amener ça de manière caricaturale, mais ils en ont vraiment fait des gens qui sont profondément respectueux de la religion de Jah, de tous ces éléments, ses convictions et le message aussi qui doit être porté. Et là-dessus, c'est une des vraies parties qui est réussie dans le film. Je trouve que le côté Rastafari est vraiment bien rendu. Il y a un vrai affect et il y a une vraie compréhension de ce mode de vie et de cette religion qui est une religion qui prône la paix, et qui prône l'anti-gouvernemental, c'est-à-dire vraiment, il n'y a pas de gouvernement parce que eux, ils n'ont rien à foutre à gouverner quelque chose qui leur appartient pas. Ce qui est une philosophie de vie que je trouve très intéressante ici, et qui a le mérite au moins d'être bien amenée, parce que justement, dans cette période-là, c'était le moment où Bob Marley avait vraiment envie de toucher le grand public avec ce mode de vie, avec ce mode de pensée, et avec ses convictions qui vont avec. Donc, entre guillemets, ça, c'est la partie la plus réussie, parce que derrière, ouais, comme tu dis... ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Et en même temps, ça aboutit jamais concrètement à grand chose. C'est le grand paradoxe de ce scénario, c'est que en 1h47, t'as rien de temps de raconter, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un moment puissant du film, même le climax, la fin du film, censé être l'aboutissement justement de tout ce qui se passe. Le fameux One Love, ce concert en Jamaïque où il a justement réussi à rassembler tout le monde sur la place et à unifier entre guillemets les deux opposants politiques du pays. Bon, on se doute que ça n'a pas tout réglé, mais voilà, c'est la manière dont c'est montré, ça symbolise quand même le geste qu'il y avait derrière. Mais on voit rien de ce moment-là en plus. Bah, c'est le grand souci du film, c'est qu'en fait, c'est ce que je te disais, tu vois, tu m'évoquais, toi, que tu t'attendais à ce que ce soit encore plus politique. Ouais. Et moi, je m'attendais justement à ce que ce soit très politique, que ce soit très radical comme écriture. Enfin, je prends l'exemple, mais Terence Winter, qui est un des co-scénaristes du film, c'est quand même le mec qui a écrit le Wall Street, qui a aidé à l'écriture de quand même pas mal de séries, qui a notamment aidé pour l'écriture de Boardwalk Empire. Enfin, c'est un mec qui est très très bon en écriture. Mais j'ai pas du tout retrouvé son talent d'écriture ici. Mais parce que peut-être, encore une fois, on est sur un scénario qui a été réécrit, puis remodifié, etc. Jusqu'à aboutir à cette version un peu bâtarde finalement, où il y a une surface. Alors, certes, cette surface, elle est plutôt prenante. Elle est plate par contre, d'un point de vue dramatique, elle est clairement plate. Mais elle suffit à divertir le spectateur et à lui donner le minimum syndical d'informations en fait sur Bob Marley. Ouais, c'est ça. Mais si tu sais pas du tout qui est Bob Marley, je pense que tu peux être complètement perdu. Ce qui joue, je pense, sur le fait qu'on évoquera ensuite le regard que tu as sur l'interprétation de Kingsley Ben-Adir, qui campe un Bob Marley très aseptisé en fait. Et du coup, ça vient de l'écriture en fait, cette aseptisation de Bob Marley. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui
Enfin, en fait, c'est le grand paradoxe, tu vois. Il y a plein de scènes où j'étais en train de me dire, je ne comprends pas dans quelle direction va aller le film. Cette scène, par exemple, où il est dans une cabine téléphonique et où il appelle Rita, et où elle nous fait vaguement comprendre qu'il pourrait avoir une maîtresse à Londres. Et on a vaguement un plan, ensuite, on l'évoquera par le biais de la mise en scène de Reynaldo Marcus Green, on a vaguement un plan qui nous sous-entend ça. Mais c'est jamais clair. Et il y a plein de trucs comme ça où je trouve que le film est bizarrement foutu, où il n'est pas clair dans ce qu'il a envie de montrer, dans ce qu'il a envie d'évoquer, dans ce qu'il sous-entend, dans ce qu'il appuie. Et derrière, comme tu le disais, c'est pas un film pour autant qui va être satisfaisant dans son côté. Montrons la création musicale de Bob Marley. Ouais, Et ça a le même souci, je trouve, que certains films qui ont tendance, tu sais, à résumer la création d'une musique à un jam set dans un salon où genre il a toutes les paroles qui viennent d'un coup et toute la mélodie. Ce qui se passe malheureusement avec Exodus par exemple. C'est littéralement ça. C'est genre, oh il s'est réveillé un moment, il est descendu dans le salon et il a fait Exodus quoi. Point barre. Bah, c'était le problème aussi, tu vois, pour moi dans Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust. Tu vois, cette scène-là, pareil, je l'ai trouvée un peu science-fictionneuse pour moi. Oui, oh, c'est bien résumé, ça j'aime bien. Mais tu vois, aussi le truc qui, on va dire, est dommage, t'as plein de mouvements musicaux, t'as le rock, le jazz, le classique, tout ça. Tous ces mouvements, quand tu parles de rock, tu vas avoir plein de groupes de musique qui vont venir en tête, qui vont représenter ce mouvement. Le classique pareil, le jazz pareil. Le reggae, automatiquement, tu penses à Bob Marley. Ou tu penses à quelques petits groupes modernes, genre Dubbing Corporation, des trucs comme ça. Mais demain, tu vois une personne, tu me dis pour toi, ça te fait penser à quoi le reggae? Il y a personne d'autre, enfin personne ne va dire bah, pas Bob Marley, c'est pas possible. C'est le premier mot qui va sortir. En tout cas, ça. derrière, ils vont avoir d'autres noms d'artistes qui vont certainement leur venir en tête, mais c'est sûr que Bob Marley, ça va être le premier. C'est ça. Et dans le film, on a une petite définition de qu'est-ce qu'est le reggae. On parle pas non plus du mouvement, tu vois, qui était super important à l'époque, la création, et c'est complètement mis de côté ça aussi. Et j'en ai pas plus appris que ça, finalement. En termes de mise en scène, donc Reynaldo Marcus Green est surtout connu pour avoir réalisé dernièrement la méthode Williams, qui était donc allée jusqu'aux Oscars et qui avait valu à Will Smith à la fois un Oscar et une belle patate. Non, Reynaldo Marcus Green, disons que honnêtement, c'est un bon artisan. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui sait comment bien placer sa caméra, qui sait comment capter correctement une scène. Et c'est ça un peu mon problème avec ce film. C'est que il aurait fallu quelqu'un qui soit vraiment investi par la culture jamaïcaine et la culture du reggae pour réussir à donner quelque chose qui arrive pleinement à nous plonger dans cette philosophie de vie et cette mentalité de composition musicale. Or, c'est bien fait, mais je trouve qu'il n'y a rien qui brille. Si je devais pointer un truc positif, c'est ce que tu as évoqué au début de l'écriture. Cette crédibilité musicale qu'on a durant quelques scènes. Où on sent que potentiellement, c'est des vrais musiciens qui campent ces personnages, ou si ce n'est des vrais musiciens, des acteurs qui ont appris à jouer d'un instrument, ou au moins la base, pour faire en sorte que lorsqu'ils soient devant la caméra, on y croit. Mais le reste du temps, je trouve le film hyper aseptisé. Je trouve qu'il n'y a pas de moment un peu étonnant, un peu surprenant en termes d'esthétique. Mais ça m'a fait le même coup que sur Bohemian Rhapsody ou sur I Wanna Dance With Somebody. Je sais pas pourquoi. Et même le biopic sur Aretha Franklin, même s'il y avait 2-3 petits moments de brio, il restait très sommaire. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de propositions comme Rocketman. Rocketman, pour le coup, c'est un biopic, mais c'est jamais que un biopic. C'est un film qui arrive à aller un tout petit cran au-dessus et à nous dire, je peux raconter la vie d'Elton John, mais je peux aussi la fantasmer et imaginer des trucs autour. Et je sais pas pourquoi il y a cette attache. Alors encore une fois, on peut relier le fait qu'il y a une partie de la famille de Bob Marley qui soit producteur du film ou producteur exécutif, et que peut-être ça amène un poids qui fait qu'on n'a pas la liberté en tant que réalisateur qu'on pourrait avoir sur d'autres personnages qui auraient, dans ce cas-là, aucun membre de leur famille qui serait vivant. Mais potentiellement, c'est ce qui va se passer aussi sur le biopic de Michael Jackson. C'est cette sensation que les auteurs qui sont aux commandes de ces projets sont enfermés dans une logique de production où il faut tellement éviter les détours ou les déviances entre guillemets autour de la vie d'un personnage, que du coup on va juste montrer ce qui est évident et on va rien chercher à imaginer de plus. Ouais, je pense qu'ils ont peur aussi de, s'ils montrent une mauvaise image de Bob Marley, qu'ils aient des problèmes après. Ça peut se ressentir comme ça, mais bon, après, si la famille a aidé à faire ce film, eux, ils connaissent aussi la part sombre de Bob Marley. C'est clair. Ils auraient pu un peu la mettre en évidence, de toute façon, il est plus là, donc voilà.
Il n'y aura pas de... Tu veux me dire, moi ce que je trouve extrêmement paradoxal et ce qui me fait mourir de rire, c'est tu vois, tu parlais du biopic sur Ray Charles et moi je parlais du biopic sur Rocketman. C'est deux films qui ont été conçus alors que les artistes étaient encore vivants et qu'ils avaient un droit de regard dessus. Et ça les dérangeait pas en fait qu'on montre que Ray Charles c'était un camé complètement shooté H24 qui abusait du sexe et qui faisait n'importe quoi avec ça et on n'a pas peur de le voir dans le film. Ce qui encore une fois démontre que le mec avait plus de recul lui-même que les membres de sa famille. Et Rocketman, pareil, Rocketman ça dérange jamais Elton John qu'on montre qu'à des moments il avait des énormes problèmes de drogue, que c'était un amoureux qui n'arrivait pas du tout à s'en sortir avec des relations toxiques à gauche et à droite, et il assume ça. Et là c'est paradoxal justement que ça se trouve, j'ai presque envie de dire que Bob Marley sera encore vivant, Reynaldo Marcus Green, il aurait eu aucun problème à montrer les travers de Bob Marley, à montrer que c'était peut-être un homme-femme, que c'était quelqu'un qui abusait de la ganja et qui faisait n'importe quoi avec la drogue, enfin, voilà. Et encore une fois, comme tu l'évoquais, je veux dire, c'est un truc qui est connu du grand public. C'est deux éléments qu'on connaît. Et c'est bizarre de voir un cinéaste se sentir autant brimé. Et du coup, ça sent aussi, et je pense peut-être que ça joue, que derrière, en termes de création, il n'a pas plus que ça envie de s'investir ou de proposer quelque chose d'esthétiquement travaillé. Ouais. Non, c'est... Je sais pas, on dirait que ça a été fait un peu à la va-vite, ou même à court d'idées, je sais pas, c'est bizarrement foutu. Après, bon, on parlait de l'interprétation des personnages, enfin musicale en tout cas. J'ai vu que l'acteur qui incarne Bob Marley a fait du coaching. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Il a appris à jouer de la guitare, tu vois, il a écouté 8 mois de Bob Marley. Quand tu te dis que toi, ça t'a suffi 1h47, imaginons. Il va devenir fou. Mais ça s'est ressenti, tu vois, à l'image la première fois qu'on le voit chanter sur scène. C'était cohérent. C'était assez cohérent. Quand tu vois en plus après à la fin dans le générique des images d'archives, voilà. Tu vois qu'il y a une... entre guillemets, voilà, c'est ce que tu as bien évoqué au début et que j'ai ressorti au tout début de cette partie mise en scène, il y a une crédibilité, ça c'est indéniable. Il y a un travail qui a été fait autour de la ressemblance, qu'elle soit physique ou en tout cas gestuelle du personnage, le travail autour de la voix, même si ça se sent que clairement c'est pas Kingsley Adin Benadir qui chante, c'est la voix de Bob Marley qui a été sortie de ses pistes et greffée là-dessus. Mais il y a une crédibilité derrière, il y a une crédibilité scénique, il y a une crédibilité de reconstitution. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est un film qui n'a aucune flamboyance, mais qui marche en tant que tel. C'est-à-dire sur l'instant, on est diverti. On va pas ressortir, voilà, comme on est un peu blasé, mais on se dit que c'était pas non plus une catastrophe. C'est juste dommage en fait d'utiliser un tel matériel de manière aussi banale, j'ai presque envie de dire. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais c'est Bob Marley et il est utilisé comme si c'était n'importe quel artiste qui avait vaguement fait 2-3 albums un peu impactants, quoi. C'est ça. Or, le souci, c'est que... Puis en plus, c'est vraiment paradoxal parce que je l'ai pas forcément évoqué, mais le film démarre sur des cartons. Ça veut dire qu'on a 10 secondes de Bob Marley enfant, et ensuite c'est Bob Marley a impacté la culture reggae, nous sommes en 1976, la Jamaïque est scindée en deux, au bord de la guerre civile, mais Bob Marley va venir tout secourir. Bob Marley c'est un Avengers, quoi. C'est presque présenté comme ça. Et le souci c'est que je me suis dit, à partir du moment où tu as besoin de replacer ça, c'est soit que tu n'as aucune compréhension de l'impact que Bob Marley a eu sur la pop culture et sur la culture musicale de manière générale, soit juste que tu t'es vraiment dit que ton film, il lui manquait un énorme bout et plutôt que de le tourner, ça serait bien de le résumer par un carton de texte. Et dans ce cas-là, moi le problème c'est que j'ai toujours envie de revenir à l'étymologie de cinématographie, écrire avec le mouvement. Si tu as quelque chose à dire, ne l'écris pas, montre-le. Et j'ai un gros problème avec les films qui commencent sur des cartons où on a besoin de nous résumer que Bob Marley a impacté la pop culture quand on sait que Bob Marley a marqué la pop culture et qu'il aurait peut-être fallu 2-3 images où on l'aurait vu grimper en échelon et où ça aurait marché. Ouais, on passe très très vite du moment où il est célèbre, tu vois, en passant plein d'étapes. Et pour moi, c'est un truc qui va pas. C'est dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé voir les étapes où justement au tout début avec les Wailers, il avait galéré de fou justement à faire quelque chose qui soit reconnu par le grand public. Et là, c'est dommage en fait qu'on débarque au moment où c'est bon, il est reconnu, tout le monde l'adoube et il est reconnu par les flics et on le fait pas chier, quoi. Ouais, puis c'est une époque où l'ascension d'un artiste est complètement différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as les réseaux sociaux, t'as plein de choses pour essayer de te faire marquer. Avant, c'était hyper galère, surtout quand tu viens d'un pays étranger, que t'es pas blanc, enfin tu vois, il a dû traverser des trucs hyper durs. À l'époque, il n'y avait pas cette fameuse idée du quart d'heure de gloire qu'on se fait beaucoup aujourd'hui. À l'époque, c'était pas ça, en fait, il fallait trimer et
rompre les chines pour réussir vraiment à percer. Et Bob Marley, c'est la démonstration parfaite de ça. Je veux dire, il a 20 ans de carrière avant de percer et avant de réussir à marquer les esprits, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé dans la fin des années 50, si je dis pas de bêtises. J'exagère peut-être, fin des années 60, milieu des années 60. Et il a galéré, mais pendant 10 ans, quoi. 10 ans. Ouais. Bah ouais, c'est... Le film commence et il est déjà connu en Jamaïque, donc ça ok, bon bah on a sauté une étape, on sait pas comment il s'est fait connaître en Jamaïque, bon, très bien. Ce qui est dommage, parce qu'encore C'est une fois, dommage. tu loupes un album qui a marqué des générations. C'est Enfin, ça. l'album qui a fait connaître Bob Marley justement dans cette période-là, juste avant qu'il se retrouve à faire Smile Jamaica et de partir à Londres et de faire Exodus, enfin, il est mythique, quoi. Je veux dire, on connaît tous les morceaux qu'il y a dessus. Bah oui, et puis voilà, il y a on évoque Exodus, et vite fait, il y a des images où on le voit, voilà, grimper les échelons, et ça se fait en quelques secondes, et t'as aucune étape, on voit rien, Puis franchement, à l'époque, la vie d'artiste, c'est tellement compliqué, il se passe des choses en studio, les négociations, j'aurais aimé avoir vu des conflits entre des managers, des trucs comme ça, il n'y a Et rien. je sais qu'il y avait eu ça, il y avait eu des grosses galères, parce qu'il y avait un des mecs, je crois, qui tenait justement les Wailers au tout début en tant que manager. Il les a mais enfumés, il a gardé les droits pendant je ne sais combien d'années, il voulait pas leur céder. Enfin, C'est dommage. ouais, c'est un peu triste. Mais encore une fois, ça démontre bien que vouloir raconter l'histoire d'un artiste sur 1h40 en se concentrant uniquement sur une période, c'est éluder malheureusement beaucoup d'autres choses qui pourraient être très intéressantes. Et ça ne m'étonnerait pas que d'ici la sortie du Blu-ray, on ait une version de 3h30 qui débarque avec vraiment tout. Avec Zack Snyder. Là, c'est la Bob Marley Scott. Ouais. Je te propose qu'on passe au casting du coup parce qu'on va avoir quand même pas mal de choses à évoquer là-dessus. On va tout de suite se concentrer sur Kingsley Ben-Adir qui joue donc Bob Marley. Moi perso je l'aime bien. Je trouve qu'il est bien sans forcément être complètement possédé par Bob Marley, contrairement à, j'en sais rien, un Jamie Foxx ou d'autres artistes, ou même un Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury qui était vraiment possédé par le personnage. Il s'en sort. Mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'il a aucun moment qui lui est offert pour pleinement briller. Oui, dit comme ça, c'est vrai. Bah non, mais clairement, c'est un peu ça. Ouais, il n'y a pas eu... J'attendais une belle interprétation comme Bradley Cooper dans Maestro. Tu vois, j'attendais une interprétation aussi puissante que celle-là. Ah oui. Ah, Mais oui. je Mais en l'ai même pas temps, eu. t'as mis la barre haute. Là, j'ai mis la C'est barre vrai haute. que pour le coup, C'est ouais, vrai. c'est vrai que oui. Donc tu vois, à partir de ce moment... Et comme je t'ai dit, en sortant du cinéma, j'ai même pas du tout pendant tout le film. J'ai eu du mal à me dire qu'on regarde un film qui parle de Bob Marley. Ouais. Là, comme je t'ai dit, là, j'aime bien la tête de l'acteur. Et je l'ai jamais vu dans d'autres films, je crois d'ailleurs. Il a Enfin, joué dans je quelques sais, trucs quand même, Kingsley Ben-Adir. Mais ouais, non, oui, c'est vrai qu'il avait joué dans Barbie, j'avais oublié. Ah bah, Il joue un des Ken dans Barbie. Ouais, ça, moi je l'avais découvert dans One Night in Miami, Hmm. où je sais plus qui y jouait, mais il jouait une des. Je me demande s'il joue pas Malcolm X. Soit Malcolm Ah X, ouais. soit Martin Luther King, un des deux. Mais il était vraiment bon dedans. Enfin, Ouais. pour le coup, c'était une vraie découverte, je me rappelle quand je l'avais vu là-dedans. Hmm. Mais ouais, là, il brille pas assez. Mais tout comme Lashana Lynch, qui joue Rita, qui est bien, mais elle a pas assez de scènes, quoi. Il y a pas assez de matériel. Elle est pas très attachante. Mais tout comme c'est les trois quarts des personnages, en fait, je trouve c'est ça. James Norton, c'est exactement ça. Tosin Cole, Anton Welch, Nia Hashi, Ashton Barrett Jr., Anna Share Blake, Naomi Cowan, Alexa Game. Enfin, en fait, c'est ça qui m'embête un peu dans ce film, c'est que la chaîne à Lynch, c'est une super actrice. C'est vraiment une très grande actrice. Et là, elle n'a jamais l'opportunité de pleinement briller. Ouais. Je trouve qu'il y a une scène qui sort un petit peu du lot, c'est la fameuse scène où ils s'engueulent en dehors de l'hôtel à Paris. Ouais. Mais c'est comme Kingsley Ben-Adir, ils n'ont pas assez de matériel ou pas assez de background pour réellement donner, entre guillemets, ce qu'ils devraient donner à leur personnage. Ou peut-être pas assez de liberté aussi, parce que j'imagine que cette engueulade à Paris, elle a peut-être pas eu lieu comme ça, mais il y a forcément eu un moment où ça s'est clashé entre les deux, parce que Bob Marley faisait de la merde et qu'il assumait pas que sa femme aussi puisse faire ce qu'elle a envie aussi. Et ouais, c'est dommage, mais c'est à l'image de tout ce film, on a l'impression en fait qu'il y a un énorme potentiel qui est là, et personne n'a pleinement envie de l'exploiter, ou par peur, ou par crainte, ou par non-envie de vraiment se consacrer entièrement à Bob Marley. Ouais. Il y a eu beaucoup de retenue Oui. dans ce film. Oui, c'est le bon mot ça, Ouais. retenue. C'est un film en retenue Ouais. constante, qui a peur justement de taper un 100 mètres à 8 secondes 9, et à la place il préfère le faire à 2 secondes 10, à 10 secondes 2 et avoir une sûreté, quoi. C'est un peu dommage. Mais du coup, mon cher Guillaume, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Bob Marley One Love? Est-ce que tu donnerais ton amour à Bob Marley? Le vrai, oui. Peut-être.
Bon, écoute, voilà, hein, ce qui est fait est fait. Je suis resté sur ma faim. Un peu trop même, j'ai un peu la dalle. Pas une grosse dalle des familles. Voilà. C'est pas un film qui va secouer 2024 pour moi. Je vais pas forcément fin d'année me dire ah, tiens, c'est vrai que j'ai vu ce film, c'est dommage, tu vois. Après bon, peut-être qu'en le regardant dans plusieurs mois, peut-être d'une manière différente, voilà, je vais peut-être avoir une autre vision du film, je sais pas, peut-être regarder d'autres vidéos sur Bob Marley pour en apprendre plus aussi, parce que ça parfois tu vois, il y a des détails que je remarque pas forcément en regardant un documentaire. Ouais. Mais non, ouais, un peu sur ma faim. Ça reste un bon film de divertissement quand même. Et puis voilà, j'ai découvert des acteurs, des actrices, donc ça, bon, c'est pas piqué des hannetons comme on dit. Oh ouais, dis donc. Mais ouais, non. Puis bon, c'était quand même cool de le voir avec toi, donc voilà. On va garder ça. One love, Rastafari. Rastafari. C'était bien de voir un film à charme. Ouais, non, en fait, c'est typiquement le genre de film où on passe un bon moment sur l'instant et après il reste pas trop en tête. Je vois pas de meilleur moyen de le résumer. C'est-à-dire qu'en soi, c'est pas un film foncièrement mauvais. C'est juste un film qui, avec un tel personnage, exploité de cette manière-là, ne peut que être en dessous, en fait. Et c'est vraiment dommage parce que, je dis pas, il y a plein de biopics qui sont foireux, mais là, on s'attaque, comme tu l'as si bien résumé en fin de partie de scénario, au mec qui a défini auprès du grand public et auprès du monde entier ce qu'est le reggae. C'est-à-dire que le reggae, c'est Bob Marley. C'est pas genre c'est passé par tel artiste et tel artiste se l'est redonné et ensuite ça a donné ça. Le reggae, c'est Bob Marley. Et on ressent pas ça dans ce film. On a l'impression que c'est un mec qui fait de la musique. Point barre. Et on voit pas tout l'impact qu'il a eu sur le monde entier, sur la pop culture, sur la culture de manière générale, musicale ou juste culture avec un grand C. Et c'est juste ça en fait que je retiens. C'est que c'est un film qui ne semble pas vouloir comprendre pleinement Bob Marley et qui en fait un mec lambda. Qui aurait fait de la musique, de la bonne musique, mais un mec lambda. Donc certes, c'est pas trop mal joué, c'est pas trop mal foutu en termes de mise en scène, ça a une écriture cohérente, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de point de vue. C'est un film banal en fait. Et c'est un peu dommage pour Bob Marley. Donc voilà, Bob Marley One Love de Reynaldo Marcus Green. Vous allez être divertis, mais vous attendez pas à grand chose de plus, malheureusement. Clairement pas. Merci mon cher Guillaume. Merci à toi. D'avoir participé à cette vidéo. J'espère que le prochain soit vraiment bon parce que quand même ça fait un moment que t'as pas eu quelque chose de vraiment bien. J'ai pas envie de dire que c'était Top Gun, mais pas loin. Je crois que Top Gun c'est... Ouais. Ah, Babylone, Top Gun. Oui, Babylone. Mais Brunès, il y a Babylone. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Yaman. Et vous avez une star à côté de moi. Hein. Allez, vas-y, dis-le, tu peux te penser. Attention, anecdote, j'ai joué avec un des guitaristes de Bob Marley à Leclerc. Voilà, Rastafari, yeah man.